Eh ben, bonjour à tous. Donc, voilà, Sophie Herbet, je suis gynéco à la CHU. Alors, je travaille principalement dans le centre d'aide à la procréation. Et j'ai un petit peu d'activité de consultation, suivi gynéco et suivi grossesse. Et donc, on m'a demandé de faire un topo qui parle un petit peu du sport chez la femme. Alors, j'avoue que je ne suis pas une spécialiste du sport chez la femme, mais je me suis aidée pour faire ce topo. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, pourquoi la boîte, ça marche? Ah, voilà. Je me suis aidée de ce livre que j'ai trouvé sur Internet. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est Gynécologie du sport sur les pathologies gynéco qu'on retrouve chez la femme sportive. Et donc, je me suis inspirée de ça. Alors, je n'ai pas traité tout parce qu'il fait 500 pages, mais j'ai pris des trucs que je voyais, on va dire, plus fréquemment en consultation et que pourraient être amenés à rencontrer. Alors, premièrement, les troubles du cycle chez la sportive. En fait, il faut savoir que c'est vraiment un équilibre énergétique entre les apports de l'alimentation et puis les dépenses énergétiques. Et cette balance va être essentielle dans la fonction reproduction. Il faut savoir qu'il y a plusieurs régulateurs de cette balance énergétique qui vont intervenir dans les pathologies du trouble du cycle chez la sportive. Avec, voilà, sont cités leptine, ghrelin, l'équispeptide, glucocorticoïdes, l'IGF-1, l'insuline, glucose. Donc, il y a plein de mécanismes en fait, qui régulent l'activité des neurones à GnRH qu'on a au niveau de l'hypothalamus, qui stimulent l'hypophyse. Et notamment celui qui va être le plus connu et qui est le plus important, c'est la leptine. Qui est sécrété donc, par l'issue adipeux, et c'est vraiment lui le principal signal métabolique au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire, que sa sécrétion est influencée par l'apport alimentaire, par la masse grasse. Et donc, si on a une baisse de cette leptine, ça entraîne un ralentissement au niveau de la pulsatilité de la GnRH, qui du coup, donc ça c'est au niveau de l'hypothalamus, qui du coup entraîne un ralentissement de la fréquence, une augmentation de l'amplitude de sécrétion au niveau de la LH, avec aussi une baisse de sécrétion de la FSH, donc ça c'est les gonadotrophies au niveau de l'hypophyse. Et donc, ça entraîne une perturbation de la folliculogénèse. Donc, c'est ce qui intervient pour permettre le cycle chez la femme. Donc, c'est hyper important, une femme sportive qui a des troubles du cycle, c'est très important d'évaluer tous les facteurs nutritionnels pour voir si elle n'a pas sa balance énergétique est défavorable. Alors, il citait dans le livre que les cycles irréguliers se retrouvaient entre 12 et 100%. Alors, c'est assez large en fonction du sport que pratique la patiente, alors que en population générale, entre 5 et 15%. Et il retrouvait à peu près entre 7 et 65% d'aménorrhée. Donc là, pareil, ça varie selon le type de sport, alors qu'en population générale, on est à 5%. Vraiment, la perturbation du cycle qui est la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance lutéale. Donc, de par ce problème de folliculogénèse, donc de mauvais recrutement du follicule, on se retrouve avec, entre guillemets, des mauvaises ovulations. Et donc, elles ont une phase lutéale, donc la deuxième partie du cycle après l'ovulation qui est moins bonne. Et donc, c'est ce qui va entraîner les perturbations du cycle. Alors, soit ça peut être totalement asymptomatique. La patiente te dit, bah non, moi, pourtant j'ai des cycles réguliers, et on va le dépister en faisant un dosage spécifique de la progestérone dans cette phase lutéale. Ou alors la patiente va avoir des cycles irréguliers, ou alors ça va se manifester, elle va être infertile ou elle va faire des fausses couches. Il ne faut pas non plus oublier, même si la cause la plus fréquente, c'est l'insuffisance lutéale, tout trouble du cycle, il faut quand même aussi évaluer les androgènes, la thyroïde, la prolactine, qui peuvent aussi impacter le fonctionnement du cycle. Ensuite, j'ai fait un petit mot sur la contraception chez la sportive, alors un truc que je n'ai pas forcément été confrontée. Il faut savoir qu'aucune pilule contraceptive ne figure parmi les listes de produits dopants, donc ça peut être intéressant à leur dire si ça les inquiète. Et ce qui est recommandé en première intention, si elle n'a pas de contre-indication, c'est la contraception œstroprogestative. Alors, dans l'idéal, ça va être avec la pilule, donc en une pilule monophasique, c'est-à-dire qui a le même dosage en oestrogène, en progestérone tout le long de la plaquette. Comme ça permet de pouvoir enchaîner des plaquettes pour éviter d'avoir les saignements. Avec une dose d'éthénylestradiol, donc ça c'est l'oestrogène de la plaquette, entre 20 et 30 microgrammes. Plutôt mettre du 30 chez des patientes qui se retrouvent en aménorrhée hypothalamo-hypophysaire. Et puis avec un progestatif dénué d'effets secondaires, notamment capable d'effets glucocorticoïdes qui pensent une prise de poids. Donc, j'ai mis les pilules les plus classiques qu'on peut utiliser, Lilou qui est à 20 microgrammes d'éthénylestradiol et Minidril Ludeal qui est à 30.
faut bien expliquer à la patiente, une contraception œstroprogestative voilà, adaptée ne va pas nuire à sa performance sportive, ne va pas entraîner d'augmentation du poids et de la masse grasse, ne va pas modifier sa VO2 max ni sa force musculaire. Les pilules quand le progestatif a une activité plutôt androgénique, il faut savoir que ça n'entraîne pas d'augmentation de la puissance musculaire, mais ça peut par contre entraîner une augmentation du poids. Donc à ce moment-là, il vaut mieux privilégier des pilules avec de la drospérinone ou d'inogest qui sont des progestatifs qui n'ont pas d'activité justement androgénique. Donc là, je vous ai cité entre parenthèses les pilules commercialisées. C'est important, si vous avez des jeunes sportives où on est au début des cycles, d'attendre un délai quand même au moins de 3 ans entre le début d'apparition des règles et le fait de mettre en place une contraception, parce que c'est dans ces années-là qu'à avoir l'acquisition du pic de masse osseuse. Donc, le fait de prescrire cette pilule, finalement, ça va freiner un petit peu cet effet des oestrogènes sur les os. Donc, c'est bien d'essayer de lui expliquer, d'attendre qu'elle finisse voilà, sa minéralisation osseuse, et puis ensuite, on pourra mettre en place la contraception sans problème. Alors, il y a 2 autres contraceptions œstroprogestatives, mais qui ne sont pas sur des pilules. Il y a le patch. Alors bon, je fais une petite blague, le patch c'est vrai, je me suis dit, si je ne peux pas la faire des médecins du sport, j'étais obligée. Donc, c'est un patch qu'on met, donc un patch par semaine pendant 3 semaines, et ensuite on fait une pause d'une semaine pour avoir les saignements. Ça s'applique donc plutôt au niveau du deltoïde ou sur l'omoplate, le haut de la fesse ou sur le ventre, surtout pas sur les seins. Il est rapporté qu'il y a plus de douleurs de règles et de mastodynie par rapport à la pilule. Il faut savoir que ce patch il résiste bien à l'eau, donc les patientes elles peuvent tout à fait, si elles pratiquent la natation, utiliser cette contraception. Ce sera plutôt déconseillé quand il y a des sports plutôt de contact où le risque que le patch se décolle, ou les sports où elle va transpirer de façon importante. Et puis après, il y a l'anneau vaginal. Pareil, donc lui, quand on le met, donc c'est un anneau comme ça, c'est souple, on l'introduit. Alors, il faut avoir un peu la technique, mais introduire au niveau du vagin pour mettre ici au fond du vagin, au niveau du col. Il se met, il dure pendant 3 semaines, et ensuite on l'enlève pendant 1 semaine pour avoir les saignements. Mais on peut aussi l'enlever, en remettre un autre pour éviter d'avoir les règles. C'est la contraception œstroprogestative, on a moins d'exposition, enfin c'est sûr, il y a moins de taux d'éthylène dans le sang. Et puis il faut savoir qu'elle peut l'utiliser avec des tampons si besoin, ou avec préservatif. Ensuite, les autres contraceptions, alors c'est pas celles qui sont recommandées en première intention, la contraception progestative, que ce soit en pilule ou par implant, c'est pas à privilégier, parce que ce sont des contraceptions qui entraînent ce qu'on appelle des spottings ou des saignements, alors de faible abondance, mais un peu imprévisibles. Donc c'est vrai que si ça tombe au moment où il y a la compétition, tout ça, c'est un peu pénible. Et puis, souvent, ces contraceptions, on va avoir finalement, comme il n'y a pas d'œstrogène, il peut y avoir une hypoœstrogénie si en plus de base, elle a déjà un axe gonotrope qui est un petit peu ralenti, qui peut avoir un impact sur la performance sportive, mais surtout penser sur le problème à long terme, sur la minéralisation osseuse. D'autant plus, comme je dis, sur les patients jeunes qui n'ont pas encore acquis leur pic de masse osseuse. Le stérilet Mirena, lui, on va le proposer si plutôt la patiente, c'est difficile pour elle d'avoir la prise tous les jours de la pilule. À ce moment-là, le stérilet, ça résout ce problème d'observance. Mais c'est pareil, il y a le problème des saignements imprévisibles, et ça peut aussi favoriser l'apparition de kystes, qui restent fonctionnels, mais elle peut avoir des kystes sur les ovaires qui peuvent la gêner. Et puis, alors, le stérilo cuivre, celui-là, il faut vraiment éviter, parce qu'il ne bloque pas les cycles, donc elle va avoir des cycles, des règles tous les mois. Et en plus, les saignements sont généralement plus abondants, donc celui-là, c'est vraiment pas pratique. Donc, ils avaient fait dans le livre un petit tableau en fonction de ce que la patiente un peu aussi recherche, en plus de l'effet contraceptif. Bon, globalement, tous les études sont d'accord que ça n'entraîne pas d'augmentation au niveau du poids, ni d'interférence avec la performance sportive. Ce qui peut être intéressant, c'est pour le report des règles. Là, il faut clairement prendre une pilule, dans l'idéal œstroprogestative ou patch anneau, comme ça en les enchaînant et sans faire la période de pause de 7 jours, il n'y a pas de saignement. Pour la protection au niveau osseux, ça va être les contraceptions avec des œstrogènes, principalement. Et puis, les patientes qui ont des douleurs de règles, tout ça, pareil, la contraception, globalement, permet de réduire l'importance des douleurs de règles. Hormis le stérilet, DIU, c'est stérilet au cuivre. Et celui-là, c'est celui aux hormones.
Après, il y avait un autre chapitre, c'est sur les pathologies mammaires spécifiques chez la sportive. Alors là, pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Alors, j'ai découvert donc, le mamelon du coureur qui se manifeste quand il y a un frottement entre le t-shirt et le mamelon, surtout dans des courses assez longues, ce qui abîme en fait au niveau de l'aréole, la peau autour du mamelon, tout ça qui abîme et qui peut entraîner des sortes de flichtènes, voire des saignements, qui même peuvent se surinfecter et faire des abcès. Donc, la meilleure prévention, c'est un soutien-gorge efficace pour éviter que ça frotte au niveau du mamelon. Et sinon, il existe des patchs de la marque Reskin qui se met en fait au niveau du mamelon, qui se colle directement sur la peau pour éviter que ça frotte en fait dessus et après, ça se retire sans douleur. Donc, ça a l'air bien comme ça. Je ne sais pas si tu avais déjà connu ça. Mais... Après, il y a un mamelon de la cycliste. Tu peux courir, mais c'est cycliste. Alors ça, c'est un peu plus rare, mais en fait, c'est surtout dans les pratiques dans le froid, où en fait, le fait de transpirer au niveau du vêtement, qui est plus ou moins imperméable, en fait, ça va humidifier ce vêtement. Et l'association entre l'évaporation de la sueur et le rafraîchissement par l'air, ça abaisse la température des mamelons. Et donc, en fait, ça va avoir des seins, sur des mamelons qui vont être douloureux et froids. Et ça peut même persister cette sensation plusieurs jours après la sortie en vélo. Donc, pour traiter ça, c'est d'éviter toute nouvelle exposition au froid tant que le mamelon il va être sensible, et puis essayer de réchauffer le mamelon. Et la prévention, c'est de porter un vêtement, en tout cas un coupe-vent respirant, bien hermétique, qui permet de bien... C'est pour ça que je peux plus répondre. Il y a aussi les traumatismes mammaires, alors sous forme de plaies ou conclusions d'hématomes, qui sont possibles surtout dans la sport de combat. Dans le mail que vous m'avez envoyé, vous m'avez dit... Dans la plupart des cas, ce n'est pas des... Ouais, je sais pas faut si les quelqu'un dire, a un c'est micro. Ah, c'est pas beau. Ouais, il faut le couper. D'accord. Est-ce que tu peux couper ton micro? Ouais. Voilà, coupé. Au niveau du traumatisme, dans la plupart des cas, bon, c'est pas méchant. L'hématome, il se résorbe spontanément. Même en mettant un peu de glace assez rapidement, ça permet de diminuer l'importance de l'hématome. Les seins, il faut savoir que c'est quelque chose qui est très vascularisé. Donc, la moindre blessure, ça peut saigner de façon assez importante. Donc, il faut faire un bon pansement compressif. Même s'il y a une petite suture, voilà, bien comprimé après avoir fait la suture. Et éventuellement aussi que le sein soit bien soutenu, joigné par un soutien-gorge efficace pour pouvoir bien maintenir, voire même mettre une poche de froid. Il faut savoir qu'il y a certains hématomes néphronciens qui peuvent évoluer sur la période de la cytostatonécrose, ce qui fait que quand on fait une imagerie, surtout des mammos, c'est un peu difficile à distinguer. On a toujours peur avec quelque chose de néoplasique, donc souvent, on sera amené à faire des IRM pour faire la différence. Il faut les rassurer qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer du sein en cas de traumatisme au niveau de la poitrine. Par contre, chaque fois qu'un traumatisme va entraîner, pour le coup, une tuméfaction, une rétraction cutanée, un aspect un peu bizarre du sein, là, il faut quand même faire une imagerie pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de néoplasique sous-jacent. Alors, sur les soutiens-gorge de sport, en gros, ce qu'ils disaient, les critères pour vraiment avoir un bon soutien-gorge, qui n'ait pas notamment de baleine pour éviter de blesser au niveau de la poitrine. Bon, ne pas se dégrafer inopinément, forcément, c'est un peu mieux. Posséder des larges bretelles pour ne pas scier les épaules et puis avoir un tissu respirant pour justement pas retenir l'humidité. Ce qui m'était, c'est pour les sports à fort impact, il faut conseiller les soutiens-gorge avec des bretelles, avec des tissus rembourrés inextensibles, et puis pour éviter d'avoir cet effet anti-rebond, et qu'on peut aussi régler par un système coulissant. C'est assez important d'avoir pas une absence de friction entre la peau du sein et les bonnets, donc souvent on utilise des tissus un peu en polyester à l'intérieur. Une maille ajourée pour bien permettre d'évacuer la transpiration, et puis les passants, ça peut blesser le cardio-fréquence-mètre, mais ça c'est un plus. Les sports avec impact, ce serait plutôt un soutien compressif. Ça convient parfaitement. C'est ce qu'on connaît plus classiquement, qui s'enfile comme un t-shirt. Il n'y a pas d'attache rigide pour éviter les risques de blessures. Et puis, c'est des matières qui font que ça sèche assez rapidement. Et pour celles qui ont des petits seins, il n'y a pas de soutien-gorge particulier. Surtout bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de frottement au niveau du mamelon. C'est plus important.
Alors après, autre chose qu'il faut se rencontrer, c'est l'incontinence urinaire. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'incontinence urinaire. Et l'incontinence urinaire d'effort, c'est celle qu'on retrouve dans la pratique du sport et qui est, dans le livre, cité 60% d'incontinence urinaire qu'on trouvait chez les sportifs, contre 34% chez les non-sportifs, sachant que ce pourcentage augmente avec l'âge et que l'importance de l'incontinence urinaire d'effort va dépendre aussi en fonction du nombre d'heures de pratique de sport et selon aussi le type de sport. Parce que les sports qui impliquent surtout des contacts, des impacts au sol ou le port de charge ou qui ont favorisé l'écartement des ischios, par exemple, c'est ça qui va être les plus à risque d'incontinence urinaire. Donc, il y a deux mécanismes pour l'incontinence urinaire d'effort. C'est soit un problème, ce qu'on appelle le hamax urétral au niveau du périnée, puisqu'il y a certains moyens de fixité en fait, sous l'urètre. Et quand on a un défaut de cet hamax, ça entraîne ce qu'on appelle une hypermobilité cervico-urétrale, donc au niveau vraiment de l'urètre qui n'est pas bien soutenu. Et puis, il y a l'insuffisance sphinctérienne, où là, c'est plus des mécanismes au sein de l'urètre, au niveau musculaire, avec le sphincter strié et les fibres musculaires lisses de l'urètre et au niveau du col vésical. Ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes. Et on verra après pour les traitements, ce serait pareil. Donc, les différents mécanismes qui sont cités pour expliquer pourquoi il y a plus d'incontinence urinaire d'effort chez les sportives, le fait d'avoir en fait des pressions abdominales plus importantes, où il y a certains sports qui vont favoriser l'étirement et l'affaiblissement de ce plancher pelvien par l'augmentation donc justement de la pression abdominale, mais aussi par l'écartement des ischions. Et donc, ça peut entraîner justement des altérations de ce plancher là, au niveau des ligaments, muscles et tissus conjonctifs. Il peut y avoir des lésions musculaires, et notamment chez des patientes qui ont déjà accouché, des traumatismes obstétricaux au niveau des muscles bulbospongieux et puborectaux, ce qui fait que c'est plus fréquent chez les patientes qui ont déjà accouché, mais il faut savoir qu'on peut quand même en avoir chez les patientes qui n'ont jamais accouché. L'hypoœstrogénie qu'on peut avoir, comme je disais, dans le cas de la pratique du sport de sensation importante, qui va entraîner du coup une diminution de la qualité du collagène dans les tissus conjonctifs, l'atrophie aussi au niveau de la muqueuse de l'urètre, et donc une diminution de la sensibilité du muscle lisse urétral, ce qui peut entraîner une augmentation sphinctérienne, et puis pareil, l'atrophie aussi de la musculature pelvipérinéale. Et puis il peut y avoir des lésions neurologiques, notamment au niveau du nerf pudendal, qui peut être atteinte par certains traumatismes répétés dans le canal ostéo-musculo-poneurotique. Et a priori, c'est ce qui se rencontre plus souvent chez les cyclistes, où elle peut avoir des troubles sensitifs plutôt agressifs, mais sinon, par contre, des troubles vésico-sphinctériens et l'incontinence. Donc, ce qu'on fait quand il y a une patiente qui présente des symptômes d'incontinence urinaire, donc à l'interrogatoire, on regarde l'impact sur sa vie quotidienne, comment les circonstances d'apparition, est-ce qu'il y a des impériodités mictionnelles, donc ça c'est pour l'autre forme d'incontinence urinaire, celle par urgenturie, il y a une hyperactivité vésicale, la prise éventuellement de médicaments qui pourraient aussi favoriser, les antécédents obstétricaux comme je vous disais. À l'examen clinique, on recherche, donc on fait tousser la patiente pour rechercher s'il y a une fuite d'urine. Alors, dans l'idéal, il ne faut pas qu'elle ait la vessie vite, donc forcément, ça marche moins bien. La manœuvre de Bonnet, alors en quoi ça consiste? C'est un peu le schéma à côté, mais bon, c'est pas évident de se comprendre. C'est qu'en fait, souvent, à l'aide de deux doigts, on passe en fait au niveau donc, du vagin, on se met au niveau du cul-de-sac antérieur, on soulève au niveau où il y a l'urètre. Et le fait de faire cette manœuvre, de faire tousser la patiente et que du coup, il n'y ait plus de fuite, c'est que le test est positif et qu'il y a vraiment un problème justement mécanique au niveau de l'urètre. On recherche un prolapsus associé et on évalue aussi la trophicité, tout ça au niveau des tissus, notamment voir si c'est une sécheresse du vagin par rapport à l'hypoœstrogénie. Et puis, on fait le testing des muscles du releveur de l'anus. Et puis, en examen paraclinique, toujours faire un ECBU pour chercher une infection. Et le bilan aérodynamique, ça sera à faire si on suspecte une incontinence urinaire, mais plutôt justement par urgenturie, par hyperactivité vésicale ou mixte, parce que des fois, on peut avoir les deux, effort et hyperurgenturie. La prévention de l'incontinence urinaire d'effort chez les patientes sportives, donc ça va être tout ce qui est prévention au niveau de la posture, de tout ce qui est la pratique. Alors, certaines pratiques des abdominaux, en fonction de comment on fait les abdominaux, pareil, ça peut aggraver finalement une incontinence, lutter contre la rétraction spontanée des muscles avoisinants. Bon, ça vous connaissez peut-être un peu mieux que moi. Expirer bien à l'effort et lutter contre la constipation, tout ça, c'est des facteurs favorisants. Et dans les traitements, il y a justement rétablir ce mécanisme de stabilisation de l'enceinte abdominaux-lombo-pelvienne, la rééducation périnéale, pour justement renforcer cette musculature
périnéale. Donc, il y a différentes formes, la rééducation manuelle, biofeedback ou l'électrostimulation avec une sonde au niveau du vagin. Et la chirurgie, alors c'est très rare hein, chez les sportives. C'est vraiment si on a une incontinence urinaire d'effort pur, hein, où il n'y a pas d'hyperactivité vésicale et qui est liée justement à cette hypermobilité cervico-urétrale avec la manœuvre de Monet qui est positive et que ça persiste malgré qu'il y ait une rééducation, ça peut être une indication à mettre une bandette. Ensuite, un petit point sur la ménopause et le sport. Donc, le sport a plein d'avantages chez les patientes ménopausées. Un effet au niveau du risque cardiovasculaire, ça diminue le risque coronarien. D'autant plus que la marche va être soutenue. Hein. Donc, ce qu'ils mettaient, c'est que marcher à allure soutenue au moins 3 fois par semaine diminue le risque de crise cardiaque de 30 à 40%. Ça permet aussi d'améliorer le profil lipidique en diminuant les triglycérides, augmentant aussi les HDL. Ça améliore aussi la sensibilité à l'insuline. Et tout ça est proportionnel à l'intensité et à la durée de l'activité physique. Ça permet aussi d'entraîner une diminution de la pression artérielle, réduction d'anxiété et stress, et donc une prévention aussi au niveau du diabète de type 2 par l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Par rapport au poids, alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'idées reçues que la ménopause, on prend du poids. Bah, finalement, si on regarde la courbe, l'évolution de l'IMC, donc bon, c'est un petit peu caché, voilà, sur les percentiles, mais en moyenne, finalement, à la ménopause, c'est pas là qu'on va prendre le plus de poids. Par contre, ce qui change à la ménopause, c'est la composition corporelle. C'est que généralement, elles vont faire moins d'activité physique, donc il y aura une perte de la masse musculaire et une augmentation de la masse grasse. C'est surtout ça qu'on remarque à la ménopause. Et du coup, il faudrait lutter contre ça en ayant une activité physique pour justement maintenir cette masse musculaire. La pratique du sport va aussi permettre une prévention au niveau de l'ostéoporose, en ayant surtout des activités d'endurance, de saut et de renforcement musculaire. Ça permet de freiner cette perte osseuse qui est liée avec la lipoœstrogénie de la ménopose. Donc voilà, ça peut compenser ça. Ce qu'il mettait, c'est 4 heures de marche par semaine diminue le risque de fracture du col de fémur de 50%. C'est quand même pas mal. Qu'il faut bien sûr insister sur les apports en calcium et vitamine D, puisque les effets bénéfiques sur les os ne se feront que s'il n'y a pas de carence. Et il mettait que l'activité physique aussi pendant la ménopause améliore les douleurs osseo-articulaires, que ce soit au niveau cervical, dorsal et lombaire. Ça a un effet aussi positif sur l'apparition de troubles cognitifs. Donc, il mettrait qu'un niveau modéré élevé d'activité physique entraîne une diminution significative du risque de maladie d'Alzheimer et des démences non spécifiées. Et il y avait un effet similaire mais non significatif pour la démence vasculaire. Sur le fait qu'on a une augmentation de la vascularisation au niveau des tissus du cerveau, l'effet sur les neurotransmetteurs, la dopamine, et puis l'action sur la plasticité neuronale. Donc voilà, toutes les études sont quand même assez concordantes que ça prévient les troubles cognitifs et la maladie d'Alzheimer. Et puis, ça a aussi des effets bénéfiques sur les troubles climatériques, que ce soit bouffée de chaleur, les troubles du sommeil, tout ce qui est symptômes un petit peu, les troubles d'humeur, dépression, tout ça. Le fait de bien-être en général de la femme avec tous les changements qu'il y a à la ménopause, tout ça, c'est amélioré par la pratique d'activité physique. Alors, un petit mot sur grossesse et sport, et après, je reviendrai sur ce qu'on a mis en place là au CHU. Il y a juste 5 éléments qu'il faut faire attention quand une patiente enceinte pratique le sport. Il faut savoir que de par l'augmentation de la taille de l'utérus, il va avoir tendance à comprimer donc, au niveau de la veine cave. Et donc, au-delà de 20 semaines d'aménorrhée, tous les exercices qu'on fait habituellement en position couchée, il faut soit les faire sur le côté, et plutôt privilégier le côté gauche, justement, pas à droite sans arrêt majoré, mais plutôt côté gauche, ou alors debout. Avec la grossesse, on a au contraire cette fois un plus gros taux d'œstrogène dans le sang et que du coup, il y a une hyperlaxité ligamentaire. Donc, il faut qu'elle fasse attention. Il y a plus de risques, tout ce qui est entorse, tout ça. Bien contrôler les étirements. Déconseiller les exercices, faire les abdos s'il y a un diastasis au niveau des muscles grand droit de l'abdomen. Pareil, l'augmentation du poids utérus fait que souvent ça majore en fait au niveau de la lordose, ça va accentuer la lordose. Donc, bien faire attention sur la position du bassin pour éviter justement de se faire mal au dos.
Et puis, il faut bien que les patientes évitent tout ce qui est exercice de résistance, d'éviter de faire la manœuvre de Valsalva, donc d'éviter de retenir sa respiration pendant les exercices et de bien expirer à l'effort et inspirer à la relaxation. Ça joue au niveau de la tension, pas dessus de tension. Ça, ils avaient fait un petit listing, on ne peut pas tout reprendre, mais des conseils de sécurité par rapport à la pratique, donc à destination à des patientes, faire quelque chose de régulier, mais pas dans l'excès. Faire attention, bien sûr, aussi à l'alimentation, parce que forcément, déjà de base, avec la grossesse, on a une dépense calorique plus importante, donc du coup, de bien veiller à bien s'alimenter, bien boire aussi, forcément, bonne hydratation, éviter tout ce qui est sport pendant les périodes où il fait très chaud. Pour acter sur tout ça. Tous les signes, et ça j'y reviendrai après, qui doivent alerter quand la patiente enceinte fait du sport, donc tout ce qui est saignement vaginal, d'autres pertes vaginales inhabituelles, perte de liquide, le fait qu'elle ait des contractions, puis après douleur à la poitrine, essoufflement, tout ça pareil, là il vaut mieux qu'elle vienne consulter. Alors ce qui est recommandé comme sport pendant la grossesse, tout ce qui est la marche, natation, vélo, hors VTT plus sur les restes de chute, le golf, le jogging, la course à pied sur un terrain souple et stable, l'aquagym et ski de fond. Pour eux, ça n'a pas de souci. Au-delà de 20 semaines, on va plutôt éviter tout ce qui est ski, surf, équitation, sport de combat, sport collectif, tout ça, parce que là, le risque de choc au-delà de 20 semaines est quand même assez important, donc là, on évite. Ski alpin, on évite, risque de chute et de collision. Il faut faire attention à toutes les personnes qui font du vélo et l'équitation, attention au risque de chute. Tout ce qui est port de charges lourdes, pareil, à éviter avec l'hyperlaxité ligamentaire. Et puis, bien sûr, tout ce qui est boxe, plongée, parachutisme, on évite. Donc, vous avez fait un petit tableau, un petit peu des sports qu'il faut éviter. Donc, c'est surtout principalement sur les risques de choc, principalement. Ou l'hyperlaxité ligamentaire aussi. Et puis, un dernier petit point, c'est sur l'allaitement et le sport. Il faut savoir que le fait de faire une activité physique, ça ne modifie pas la quantité de lait, ni sa composition, ni son acceptation par le nourrisson. Donc ça, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément trop si elles peuvent allaiter ou pas allaiter. On peut les rassurer, hein, ça ne change rien du tout. Et ce qu'il disait, même après avoir fait un exercice, même s'il y a une élévation transitoire et immédiate après le sport là, du taux d'acide lactique, ça reste un taux qui ne va pas atteindre le seuil de perception gustative. Donc, il n'y a pas besoin, dans l'heure qui suit l'exercice physique, de dire celui-là, je vais le jeter parce qu'il ne va pas être bon. Non, elle peut tout à fait nourrir son enfant, même si elle vient de faire du sport. Et vraiment, toutes les femmes enceintes, toutes les femmes qui font du sport peuvent allaiter. Et en plus, le fait de faire du sport, généralement, elles sont meilleur bien-être psychologique, donc ça ne peut que favoriser l'allaitement. Donc c'est important qu'au final, il faut en fait encourager ces patientes. Souvent, c'est par défaut d'information qu'elles n'osent pas allaiter, et en fait, il faut leur dire qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Et après, je voulais juste vous montrer ce que du coup, on a mis en place là, avec Rodrigue. Je ne sais pas s'il est passé. Non, il doit venir normalement. C'est aujourd'hui. Avec l'Office des sports, et du coup, c'est ça que je m'occupe au CHU, à la maternité, c'est mettre en place un projet, donc sport et grossesse. Si c'est bon, c'est partagé toujours, ouais. Où en fait, on a créé donc, ce qu'on a appelé Activement 974, suite aux recommandations qui ont été sorties par la HAS en juillet 2019 sur la pratique du sport pendant la grossesse et dans le postpartum. Et ils sont pas mal utilisés, ce qui se fait notamment au Canada. Donc, il faut savoir que le fait de faire du sport pendant la grossesse, ça a quand même pas mal de bénéfices. Bon, déjà pour la condition physique de la femme enceinte, mais aussi ça évite la prise de poids excessive pendant la grossesse et ça aide à perdre ensuite en postpartum. Ça prévient, alors c'est moins net, mais ça a quand même tendance à prévenir le diabète gestationnel. Par contre, ce qui est bien prouvé, c'est que ça prévient le risque d'hypertension pendant la grossesse, de prééclampsie. Ça réduit le risque de macrosomie pour le bébé. Ça diminue, sans les prévenir, mais ça diminue les douleurs lombaires et pelviennes pendant la grossesse. Ça diminue le risque d'incontinence urinaire pendant la grossesse et en postpartum.
Ça pourrait diminuer au niveau de temps de travail, au moins l'accouchement ou le recours à une césarienne, et ça prévient aussi au niveau des symptômes dépressifs du postpartum. Qu'il n'y a pas d'augmentation du risque d'accouchement prématuré, de petits points de naissance ou de fausse couche, même si la patiente a fait d'une activité physique pendant le premier trimestre. Et que le fait de faire des exercices de renforcement musculaire, qu'il n'y a pas d'effet négatif sur la grossesse, notamment au niveau du terme d'accouchement, le risque d'un travail prématuré, le risque d'un accouchement par césarienne, de petits points à la naissance, vraiment ce n'est pas impacté par l'activité physique. Ce qui m'aidait, c'est que la pratique d'une activité physique pendant la grossesse est recommandée chez les patients qui habituellement n'en font pas, et surtout chez les femmes qui sont en surpoids ou obèses avant la grossesse. Et donc nous, c'est surtout sur ce patiente qu'on s'est intéressé. Alors, il y a quand même des contre-indications. Les contre-indications absolues à faire du sport pendant la grossesse, c'est une patiente qui a une rupture prématurée des membranes. Forcément, on ne peut pas. Qui a été hospitalisée pour des contractions, des choses, voilà, menace d'accouchement prématuré pendant la grossesse, ou qui a eu un antécédent d'au moins 2 accouchements prématurés, on va éviter aussi, on se dit qu'il y a des risques qu'elle fasse des contractions par la suite et qu'elle risque d'accoucher à nouveau prématurément. Les patientes qui ont des saignements, soit inexpliqués, ou alors dû à un placenta qui est bas inséré, les patientes qui ont une prééclampsie, donc une problème de tension et de protéinurie, les patientes qui ont des problèmes au niveau du col, qui ont notamment ce qu'on appelle un cerclage, on doit mettre un fil au niveau du col pour éviter que ce col s'ouvre. Donc, ces patientes-là, bien sûr, contre-indiquées au sport. Les patientes où on a un retard de croissance intra-utérin pour le bébé. Bon, les grossesses, là, bien sûr, triplées, tout ça, je pense que c'est compliqué. Les patients qui ont une épilepsie non contrôlée ou qui ont d'autres pathologies autres, cardiovasculaires, pulmonaires, tout ça, bien sûr, on va éviter. Les complications relatives, ça va être le fait d'avoir fait des fausses couches à répétition, puisque, comme on a dit, ça n'augmente pas la risque de fausses couches, mais c'est sûr qu'une patiente qui a déjà fait plusieurs fausses couches, elle va préférer ne pas faire de sport au cas où. Les patientes qui ont une hypertension de grossesse, mais qui est contrôlée, ce n'est pas forcément une contre-indication, à voir selon la tension. Les gémellaires, à voir aussi comment elles supportent l'activité physique. Les patientes qui ont une anémie, les obésités très importantes, tout ce qui est problème un petit peu de douleur, de dos, genoux, tout ça, à voir en fait selon après l'activité qu'on peut lui proposer, notamment en piscine. Tout ce qui est hypertension, diabète non contrôlé, c'est à voir en fonction de comment elle est, à quel point c'est déséquilibré pour voir si c'est vraiment lui faire prendre des risques ou pas. Au niveau du tabagisme, c'est plus sur le fait que c'est écrit, non, c'est pas écrit justement. Si au niveau de tabagisme, c'est plus se dire est-ce que le fait de fumer va au contraire la rendre plus difficile à faire de l'activité physique. Je pense plus dans ce contexte-là que du coup elle est plus d'essoufflement ou choses comme ça. Je pense que c'est plus dans ce contexte-là qu'ils disent c'est à discuter, quoi. C'est du relatif. Ça peut lui faire du bien aussi. Ça peut lui faire du bien. Mais après avoir comment elle le tolère, je pense que c'est plus dans ce contexte-là. Donc les signes que j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas forcément dessus, mais voilà, dès qu'une patiente a fait du sport, mais contraction, saignement, perte de liquide, malaise, essoufflement, tout ça, attention, elle vient consulter et on fait le point. Donc, ce qu'il faut pour l'activité physique pendant la grossesse, l'idéal, c'est qu'elle ait une activité physique donc, de façon régulière, qui soit répartie sur la semaine, qui soit individualisée. L'idéal, ce qu'il mettait, c'est qu'il faut des activités en endurance, en renforcement musculaire et des exercices d'assouplissement. Bien penser à la période d'échauffement, puis de récupération après l'activité. Et dans l'idéal, ce qui est recommandé, c'est à peu près entre 50 à 180 minutes par semaine d'intensité modérée qu'on répartit à peu près en 3 fois par semaine. Et ne pas dépasser 60 à 90 minutes par session. Pour les bénéfices au niveau du postpartum, surtout comment on prescrit un postpartum, il faut savoir que ça peut être repris progressivement après l'accouchement quand c'est une activité de faible intensité ou modérée. Tout ce qui est par exemple la marche active, les montées d'escalier, natation, tout ça, ça peut être repris rapidement après l'accouchement.
Par contre, tout ce qui est activité sportive, physique, qui ont des impacts au sol, comme la course à pied, tennis, tout ça, tout ce qui est sport à risque d'incontinence urinaire, là, il faut absolument attendre qu'elle ait fait sa rééducation du périnée avant qu'elle reprenne ce type d'activité. Pareil, le délai de reprise pour l'activité physique après l'accouchement, ça va dépendre du type d'accouchement. Ça va être plus rapide si c'est un accouchement par voie basse que quand ça va être une césarienne. Et donc, ce qu'on a mis en place, comme je disais, avec l'Office des sports là, à Saint-Pierre et le réseau périnatal qui s'appelle le Repère, c'est que, donc c'est tout récent là, sur cette année, c'est de proposer aux patientes enceintes obèses de les accompagner pour qu'elles aient une activité physique régulière pendant la grossesse pour justement, bon, elles, leur bien-être, mais aussi toute la prévention des pathologies que je vous ai citées au début. Donc là, pour l'instant, on est surtout sur les patientes du CHU, mais dans l'idée, ça va détendre pour les personnes qui sont suivies aussi en ville, que chaque médecin ou sage-femme en libéral puisse adresser à l'Office des sports ses patientes. Donc pour l'instant, on a ciblé les patientes qui n'avaient pas d'enfants, parce que quand elles ont plusieurs enfants, on se dit que ça peut être un peu compliqué de se libérer pour aller faire le sport 3 fois par semaine. Donc pour l'instant, on a ciblé les nullipares, avec un ILC entre 30 et 40, donc avant la grossesse. Pour l'instant, on est sur le secteur sud là, de la Réunion. L'idéal, plus on va les adresser tôt, plus il y aura un bénéfice sur l'ensemble de la grossesse. L'idéal, après, c'est quand même avant le 4e mois, avant le début du 5e mois. Après, on est quand même un petit peu tard pour avoir l'effet bénéfique. Bon, c'est ça, le tarif, voilà, c'est 25 € par an, donc ça couvre vraiment pour la grossesse et un petit peu aussi en postpartum. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est quand on a une patiente qui est intéressée, qui est éligible, on a 2-3 feuilles à remplir, on envoie ça à l'Office des sports et après, c'est eux qui les contactent. On a un éducateur Damien qui a fait la formation justement sur sport et grossesse, qui les contacte. Ils font d'abord un entretien pour faire le point, voir ce qu'elle faisait comme activité, tout ça. Et puis, en fait, ils mettent en place après des séances par groupe, 3-4 femmes enceintes, pour leur faire des activités adaptées en fonction de leur situation. Ils essayent aussi de voir en fonction, parce que celles qui n'ont pas forcément le permis, tout ça, qui prennent le bus, essayer de faire des activités, si possible, sinon en fonction de là où elles habitent. Ils essayent un peu de se déplacer. On est en train de voir pour faire aussi un partenariat avec le tampon, la maison de sport là au tampon. Et voilà, c'est encore le début, hein, mais on essaie un petit peu petit à petit de sensibiliser un petit peu tout le monde pour accompagner ces patientes qui sont souvent soit elles ne savent pas comment faire, elles ont envie de faire du sport mais elles ne savent pas comment faire, ou alors elles n'ont pas du tout envie d'en faire, mais pour le coup en leur expliquant voilà, les bénéfices pour elles et pour le bébé, finalement elles ont envie de s'y mettre, et donc au moins voilà, elles ont quelqu'un qui peut les accompagner. Voilà, je crois que c'est fini. Ça va être un bon moment pour les lancer dans le sport aussi de manière durable. C'est ça, c'est ce qu'on leur dit, c'est qu'après, peut-être que c'est quelque chose qu'ils pourront pérenniser après, même après l'accouchement, que si c'est quelque chose qu'elles peuvent continuer, qu'elles inculquent aussi à leurs enfants, la pratique du sport, tout ça, parce que bon, l'obésité chez les enfants, quand même, c'est assez compliqué à La Réunion, donc soit vraiment, voilà, quelque chose qu'elles inculquent un peu dans leur mode de vie et qu'elles puissent après continuer. C'est sûr que ce serait l'idéal. Jusqu'à quand, jusqu'à quel terme vous leur faites faire du sport? Jusqu'à combien de semaines Alors, bonne question. Damien m'a pas de terme limite, mais on peut faire vraiment jusqu'au bout parce qu'aux fonctions après. C'est adapter l'intensité. C'est ça. Je pense qu'après, il adapte en fonction des types d'exercices. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne va pas faire à la fin, qu'il les ferait plus tôt. Mais après, si la patiente a une exercice qui évolue bien, que tout ce qui est exercice d'assouplissement, tout ça, le périnée, tout ça, je pense qu'elle peut le travailler jusqu'au bout. Hein, ça, je n'aime pas. Et pour la reprise d'activité physique en postpartum, la rééducation périnale, en gros, ça dure combien de temps? Et après, est-ce qu'il y a une contre-indication formelle de temps? Enfin, je veux dire, imaginons, elle fait sa rééducation sur un mois, paf, à 4 semaines, est-ce qu'elle peut reprendre la course à pied? En fait, ce qu'il dit, c'est qu'elle fait sa rééducation. Alors, souvent, on commence à peu près, nous, on fait du postpartum vers à peu près 6 semaines après l'accouchement, généralement. Et souvent, elles n'ont pas encore commencé parce que du coup, ils aiment bien que nous, on check que tout va bien au niveau du périnée, tout ça, qu'il y ait des déchirures. Et après, pour ce qu'on est en fonction de la séance, on est sur 2-3 semaines. Et après, si on voit qu'au niveau du périnée, il n'y a pas de souci, ça a bien cicatrisé et que la tonicité, ça a fonctionné, elle peut reprendre le sport sans problème. 2 mois. Ouais. Dès qu'on voit que le périnée, c'est bon, il est revenu au top, elle peut reprendre les activités sans problème. Ouais.
Moi, j'ai une question à l'inverse. Chez la sportive compétitrice, ici, il y a pas mal de coureurs et de trailers et du coup, qui ont l'habitude de faire de la course à pied, on va dire, intensive à la chaleur et déshydratée, en fait. Ouais. Et limite, qui ont du mal à être à moins de 70% du max, en fait, parce Ouais. que ça court, quoi. Ouais. Et qui ont dû, ouais, on peut s'hydrater, mais bon, à un moment, il va faire chaud et voilà. Est-ce qu'il y a des risques, parce qu'on voit, moi qui fais ça du sport, comme on disait hier, il y a, quand on court à la chaleur, une diminution énorme de la respiration des organes internes, parce que toute la respiration va dans les muscles. Et du coup, on se fait un peu le même type de réflexion. Mais alors, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des choses montrées vraiment que si on est déshydraté ou s'il fait chaud ou si on met de l'intensité, il y a des vrais risques? Ou est-ce qu'encore une fois, la médecine, des fois, pêche un peu par excès ou par prudence? On dit, oulala, il ne faut pas aller trop vite. Quels sont les risques? Je pense que tu as quand même pas mal de risques. Au final, je pense que c'est d'hypotension chez la femme enceinte, que ce soit sur la chaleur, des déshydratation, et que le fait qu'elle fasse des chutes de tension, clairement, oui, ça fait des hypoperfusions au niveau du bébé. On le sent à les dames qui font des chutes de tension, ça se voit, enfin, si elle fait de façon répétée, il y a des répercussions sur le bébé. Et si par exemple 5 fois par semaine, pendant 1 heure, on fait une baisse de perfusion du bébé, qu'est-ce que ça entraîne? Après, tu peux avoir des retards de croissance au niveau, quand on fait les échocroissances, voir qu'il va casser sa courbe, qu'il va moins bien prendre du poids. Et ça peut être lié à ça. Ça, on le verra sur les échos de croissance. C'est un risque plutôt au long terme de retard de croissance intra-utérin, surtout ça. Sur les baisses de perfusion répétées, ouais. C'est à voir, ouais. Surtout ça, oui, surtout la croissance. C'est surtout ça qui est. Et ici, par exemple, tu dirais à quelqu'un qui s'entraîne en club à 17 h d'arrêter les entraînements en club? Ça dépend vraiment ce qu'elle fait. Là encore, j'ai une collègue au boulot qui est enceinte, qui court, je sais pas combien, 3 fois 1 heure par semaine, je crois. Plus elle fait, alors, quand ça s'appelle, son truc, elle continue toujours son activité. On est, je crois, bientôt au 6e mois. Et elle fait ça, mais sans problème. J'ai dit, mais comment tu fais pour courir? Et la croissance, elle est bien, elle n'a aucune contraction, elle ne saigne pas. Je lui ai dit, bon, pour l'instant, on continue. En fait, je lui ai dit, tant que ça va, tant que toi, tu ne sens pas que tu es plus essoufflé et que tu as des vertiges, tant que son col, il n'a pas bougé d'un poil, que le bébé va bien, pour l'instant, je lui ai dit, OK, tu la vois continue. plus souvent ou alors c'est vraiment en suivi? Alors, on survit le col tous les mois. Et je lui ai dit, par contre, dès que dans tes séances, tu as contraction, douleur, tout ça, saignement, c'est stop, on fait le point et on va en fonction. Mais elle, pour le coup, elle continue. Et pourtant, je me suis dit, mais ça ne va pas continuer. Et en fait, elle continue. Mais comme elle en fait depuis... Comment? C'est le premier. C'est sa première grossesse. Et c'est vrai qu'elle est sportive de façon. Alors, un périnée béton. Tout le temps, elle a un périnée en béton. Et elle fait du sport de façon régulière et intensive, mais depuis toujours, quoi. Et donc là, elle me dit, mais moi, si je ne fais pas mon sport, justement, je ne le vis pas bien. Je dis, bon, écoute, tant que ça va au niveau de la grossesse, OK. Et donc, elle continue. Il y a des sportifs de trois années, genre Serena Williams, qui a joué jusqu'à la fin, pratiquement. Elle joue. Non, des fois, c'est. On en voit, mais moi je connais quelqu'un là qui est au dernier mois de grossesse, qui a fait un 10 km en équipe, qui a couru 10 à l'heure pendant 10 km là dans le club que je connais très bien. C'est pareil, elle court au moins 10 km/h. J'ai dit, mais comment tu fais? T'es pas gêné par ton ventre? Bon, non, ça va. Mais en fait, c'est plus la gêne qui doit. Enfin, tant qu'il n'y a pas de chose médicale, mais en fait, si ça ne gêne pas et qu'il n'y a pas de chose médicale, c'est ça. Il n'y a pas de risque. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où on va repérer, attention, si grossit moins, les choses comme ça, là, on dirait un stop. Dans des pays médiocres, il y a 5 minutes avant d'accoucher, elles ne changent rien. Parce qu'elles portent des charges, elles font tout. Non, mais voilà, il n'y a pas vraiment de choses prouvées. Si ça tombe, on va découvrir plus tard que ça sera bénéfique. Ou alors vraiment, Ah oui, non, après, ce qu'il faut, c'est être vigilant. Nous, il y a la surveillance. À partir du moment où on voit les signes d'alerte, attention, si la croissance du bébé, ça ne va pas, du liquide, tout ça, tous ces paramètres-là. Mais si ça tombe, ça va aussi bien et presque mieux, en fait. Et ça se trouve, elle va peut-être. Oui, c'est sûr. On sait que ça prévient, moi, j'avais participé à une thèse qui avait été un peu publiée sur l'ultra-trail en fait, et l'incontinence urinaire. Et on voyait qu'en fait, la renforcement musculaire était bien un facteur qui prévenait l'incontinence urinaire. Peut-être pas, c'est pas pourquoi une meilleure connaissance du corps. Je trouve que c'est un fléau, l'incontinence urinaire dans le sport. Les petits gymnastes, il y a 100% que les. Ouais. Effectivement, sans
Et les meilleures solutions pour combattre tout ça, il y a des pays ou des sociétés qui s'organisent au mieux. C'est quoi? Le sport en ville, former les entraîneurs, passer par les médecins, les sages-femmes, faire de la pub. Je ne saurais pas te dire. Hein, nous, c'est surtout pour les femmes enceintes. Bah oui, on est un peu plus sensibilisés à la périnité, à postpartum, mais après, pour les sportifs, je ne sais pas comment ils s'organisent. Ça a commencé ou c'est un projet? Ça, c'est en cours. Si, ça a commencé. Les personnes qu'on a déjà adressées. Combien de femmes là aujourd'hui? Pas beaucoup. Pour l'instant, c'est vraiment le début. Je crois qu'on a 2 ou 3. D'accord. 2 ou 3, mais. 2 mois, 6 mois officiel. On va dire on commence à inclure depuis septembre. D'accord. Tu vas tout répertorier, c'est intéressant. Alors je me les note, ouais. Je me les note. En interne. Il y a 2 internes qui veulent faire une thèse en fait. Non, on va dire oui, pas interne du tout d'ailleurs. Ouais, je me les note. Après, c'est vrai qu'on essaie un peu de rediffuser l'info. Parce qu'au final, nous, les dames, très tôt dans la grossesse, on les voit plus tard généralement. Donc, celles qui les voient le plus tôt, c'est les sages-femmes quand elles font les échos ici au premier trimestre. Donc, j'ai bien insisté, dès que vous avez une patiente écho de premier trimestre, que vous voyez l'IMC obèse, hop, vous me l'envoyez. Et ça va pour l'instant, c'est pas ouvert à celles qui sont suivies en libéral, c'est ça? Alors, si, mais c'est que pour l'instant, donc là, nous, on va signer la convention entre le CHU et l'Office des sports. On est en train de voir s'il faut y a un accord spécifique entre le libéral et l'Office des sports pour qu'ils puissent adresser directement les patients. Donc ça, c'est en cours, je n'ai pas encore la réponse. Et après, on va faire une diffusion. Il y a eu une formation qui a été faite la fin septembre, début octobre, pour justement, c'est une personne de métropole qui gère un programme de formation sur sport et grossesse. On a fait financer par le repère et qui a fait sous forme de 2 fois 3 heures une formation un peu pour expliquer les bénéfices, tout ça, mais en version plus détaillée que ce que j'ai fait, le sport sur la grossesse. Donc, il y a des libéraux qui ont suivi ça. Donc, qui ont déjà un peu des connaissances. Mais pour l'instant, c'est encore l'aspect plutôt pratico-pratique de comment ils peuvent adresser. Ça, c'est pas encore tout à fait en place. Mais ça va se faire. Gynécologue, tu penses que le message passe à peu près? Est-ce qu'il est connu dans le milieu des sages-femmes et des médecins et des soignants et chez les patients? Est-ce que c'est choquant quand la plupart des patients vont leur découvrir les choses? Est-ce que tu penses que la plupart de tes confrères, tu leur dis ils ne connaissent rien à l'activité physique? Est-ce que tu penses que c'est un discours qui est connu, bon, qui n'est peut-être pas mis en place à cause de nos sociétés, mais qui passe bien? De faire du sport pendant la grossesse? Ouais, c'est déjà fait. Ah si, moi, les sages-femmes, elles sont, surtout elles qui vont en première intention assez tôt, si, elles sont intéressées et convaincues que c'est vraiment bénéfique. Et moi, dès qu'elles ont une dame, elles me contactent. Le message peut passer. C'est vraiment des mesures pratiques à mettre en place et politiques. Ouais, c'est ça. Après, les patients, pour l'instant, plutôt des bons retours à celles qui est proposée. En tout cas, c'était plutôt bien accepté. Alors après, il y a le problème, c'est que des fois, il y a des IMC très très élevés. Donc après, avec l'éducateur, il verra pas forcément dans le même groupe d'activités, mais voir faire des trucs un peu plus spécifiques pour elle. Parce que quand même, j'avais été sollicitée pour une dame avec un IMC 64. Bon, c'est sûr qu'il me dit, bon, je ne peux pas forcément faire les mêmes choses qu'avec les patients qui ont 30 et 40. Donc il faudra voir si elle est hyper motivée de faire un truc un peu plus spécifique pour elle. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Les patientes, elles sont plutôt contentes qu'on leur propose ça. Il y a un suivi diététique. Et oui, ils font aussi une fois par mois un atelier diététique pour ces patientes. Ça aussi. Et l'idée, c'est si on arrive à ce que ça se développe bien, pour l'instant, on fait les patientes qui n'ont pas d'enfants, peut-être qu'après on peut élargir à celles aussi qui ont des enfants. Et puis voir même si ça fonctionne bien, même les patientes. Et notamment, comme je suis en train de centre d'aide à la procréation, nous, on a beaucoup de patientes obèses avec désir de grossesse. On galère à dire qu'il faut perdre du poids, et qui, au final, on n'a pas forcément non plus, pour l'activité physique, de partenariat avec quelqu'un à qui on peut les adresser parce qu'elles sont un peu perdues. Alors, on essaie de donner nous les conseils à notre échelle, mais bon, c'est sûr que je pense que c'est pas optimal. Et donc, si on arrive aussi après sur les patientes autres que les patientes enceintes, ce serait top. C'est se brancher avec les maisons de sport santé. Alors, c'est ça que je suis en train de mettre en place avec l'ARS et former après les gens presque dans les clubs ou les entraîneurs à ce type de choses. C'est ça. Ouais. Il faut mettre en place peut-être. C'est ça, il y a des choses à faire. Mais... Oui, il y a des choses à faire. Ouais. Bon, au moins, si le message passe déjà dans ce milieu, c'est une bonne chose. Ouais, non, c'est la première étape, si je puis dire. C'est tout début, hein. C'est une de mes collègues qui est partie dans la métropole qui voulait mettre ça en place parce qu'elle
c'est vrai qu'elle fait beaucoup d'écho. Elle me disait, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on est en galère à faire les échographies avec les patientes obèses. Et au lieu de se dire, mais perdez du poids, nous, on est en galère. On se dit, mais pourquoi on va pas essayer de les aider aussi, les accompagner, leur proposer quelque chose pour qu'elles puissent. Mais j'avais parlé avec elle, elle m'avait dit, parce qu'on avait mis un peu en place ça avec Rodrigue Paré, et elle m'avait dit, en fait, j'ai passé toutes mes études, la TPH, c'est ça peut-être une assistante. En gros, elle m'avait dit, ouais, j'ai passé toutes mes études d'internat, on m'en avait jamais parlé. Je me suis branché dessus, voilà. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui m'est arrivé personnellement, c'est que j'ai passé tout mon externat sans savoir. Bon, moi, j'étais internat NPR, je me suis penché dessus, mais je suis tombé moi-même sur le bouquin et il n'y a aucun médecin qui m'en avait parlé. Et quand, voilà. Et elle a fait exactement ce même type de réflexion en disant, mais c'est incroyable les bénéfices. Enfin, en gros, c'est pas possible qu'on n'en ait pas parlé, c'est bizarre. Et ça l'a motivé en fait. Ouais, bah moi, avant qu'on parle de ça, je n'avais pas ces connaissances à quel point ça pouvait être bénéfique le sport pour la grossesse. C'est pas quelque chose qu'on a forcément. Je pense au moins dans les études de médecine, pour ce qui nous concerne, mettre un peu de temps d'activité physique dans les cours de médecine tout court. En fait. Ouais. Comme toi qui es médecin généraliste d'ailleurs, c'est ça qui va te pencher. Les cours. Pas du tout. Ouais, zéro quoi. On peut mettre 2 heures quoi, j'en sais rien. Ouais. On l'étudie nous quand on fait la FST ou la capa de médecine du sport. C'est sous-exploité. Mais après, ça commence à changer. C'était très sous-exploité. Je sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'était quelque chose Merci comme beaucoup, ça. C'était très bien. Très clair. Ouais. Ça continue cet après-midi. Ça continue cet après-midi, ça reprend à 13h avec Yannick qui nous parle de problèmes cardiovasculaires. Ça Yannick Amdalag, cardiologue du sport. Il est assistant ici en correspondant cardiologue